Bonsoir à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Montréal avec Fat et la sonorité, ou Fat. Yes, les deux. Les deux. What's up? Ben, comment tu vas aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va, je suis très contente d'être avec toi. Merci de m'accueillir dans ce joli espace. Vous pouvez pas voir mais l'espace est très joli. Il y a des petites décos, il y a des plantes. Très cosy. Il y a du bleu, c'est cosy, on est sur un canapé. Le canapé est bleu aussi. Ouais. Voilà, donc on est vraiment dans le thème. On est vraiment dans le thème. Fat, déjà, il faut qu'on parle de notre rencontre. Parce que je pense que c'était un beau moment, notre rencontre. C'est très cool. Qui raconte? Est-ce que je raconte ou est-ce que tu racontes? Moi, je suis curieux de t'entendre. Ok, let's go. Ton point de vue. Donc, avec Fat, on s'est rencontrés à la release party de Monkey, qui est déjà passé dans le podcast d'ailleurs. Et en fait, déjà on était entre copains, c'était cool. Et puis là, t'es venu nous voir. Enfin, je pense que tu connaissais déjà les gars de toute façon. Ouais, exact. Et tu nous as dit écoutez, j'aimerais bien que vous veniez chez moi parce que j'ai un truc à vous donner. Et c'était des photos du coup du mémorial de Jeune Loup. Ouais, c'est ça. On était avec Kevin Nash puis Non Blonde. Puis j'avais fait développer des photos pour ses proches, les proches de Jeune Loup. Ouais. Puis c'était une série de 4 photos, là. Puis je voulais vraiment leur offrir. Puis le release party était à côté de chez nous. Puis Ouais. les circonstances étaient très bonnes là, pour que ça se passe à ce moment-là. Puis c'était peut-être 5 minutes de voiture qu'on devait faire. Et après comme 2 minutes, on s'est fait arrêter par la police. Ah oui, c'est vrai. C'était comme une petite balade de voiture qui a duré un petit peu plus longtemps. Finalement. Ouais, c'est vrai. Sans souci, là. Non, sans souci, sans souci. Mais c'est vrai que quand la police est arrivée, je sais pas pourquoi je stressais, alors que j'avais pas de raison de stresser. Personne n'avait de raison de stresser. Là. Et Nem, il était juste en mode, vous inquiétez pas les gars, je gère. Non, mais était très relax. Là, ouais, il était trop relax. C'était l'homme de la situation ce jour-là. Fait que c'est ça, là, on a chillé après ça à la maison, puis... c'était vachement cool de chiller chez toi. On a vécu un bon moment à regarder ces photos-là ensemble. Ouais. Ces photos, tu les avais prises quand? Je les avais prises peut-être une semaine après son décès. Ok. Il y avait encore toutes les bouteilles, là, toutes les fleurs. Il y avait des chandelles allumées quand j'ai pris la photo. Waouh. Donc, ouais. Et c'était comment pour toi, genre, d'aller là-bas? Parce que aller à un mémorial, du coup, de quelqu'un qui est décédé, c'est quand même, genre, super fort. Genre, t'as ressenti quoi? Ben, moi, la première fois que je suis allé, c'était sans ma caméra. Ok. Puis, j'ai déposé une bière, en fait. Ouais. J'ai écouté un peu de sa musique. Puis, c'était un livre très fort en émotion, ouais, c'est sûr. Puis, là, après avoir vécu ce moment-là, avec la musique puis une bière, je me suis dit que c'était naturel de prendre la caméra puis de revenir peut-être la journée d'après. Ok, puis ouais. De venir capturer ce moment-là parce que je savais, tu sais, on sait pas combien de temps ces choses-là vont durer, tu sais. Il y avait un cadre même qui était là, qui a été je pense, récupéré par Chab ou un de ses amis. Ouais. Et tu sais, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus rien qui reste à part les photos, là, tu sais. Puis les souvenirs. Ok, ça devait être tellement fort, mais je trouve ça super fort que t'aies voulu immortaliser ce moment symbolique. Parce que je pense que si t'étais pas là, enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont pris des photos, tu vois. Mais tes photos étaient vraiment... Les photos que les autres gens auraient pu prendre, je pense que c'était plus avec des téléphones, puis aussi pas dans la même démarche artistique, si on veut. Là, ouais. Là, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment capturer non seulement ce que c'était, mais aussi genre l'énergie qu'il y avait sur ce lieu-là. Puis aussi sur les photos, les photos, il y a vraiment une belle énergie, genre c'est pas... je considère pas ces photos-là comme négatives ou quoi que ce soit, tu sais. C'est vraiment... je sais pas comment bien l'expliquer, mais c'était comme...
très, très fort en énergie. Là. Ouais, moi je vois ce que tu veux dire, parce que quand j'ai vu tes photos, genre, c'était très fort pour moi. Et genre, tu sais, ça m'a un peu brisé le cœur. Ouais. Du coup, enfin, parce que vraiment, les photos, elles dégageaient, genre, quelque chose. En vrai, c'est trop dommage que je puisse pas me montrer les photos parce que c'est audio. Mais non, c'était vraiment, vraiment fort. Et c'était cool de te rencontrer dans ce cadre-là, en tout cas. Puis c'est ça, là, Jeune Lou aussi, c'était quelqu'un que j'écoutais beaucoup, sa musique. Fait Ouais. c'est comme... puis genre, je l'avais déjà vu, puis tout, puis c'est comme que sa mort est arrivée de façon si subite, là, c'était vraiment... vraiment tragique. C'était très impactant, là, pour moi. Ça m'a fait de quoi, en tout cas, puis je tenais vraiment à capturer ça, aussi pour ces raisons-là, tu sais, je me sentais proche un peu de cette personne-là, malgré que je l'étais pas vraiment. Bien sûr, bien sûr. Et c'est marrant que tu dises ça parce que moi aussi, je me sens proche de lui alors que je l'ai jamais rencontré du coup. Mais je pense que c'est parce que c'est dans le cadre où j'ai rencontré les gars, vu que j'ai rencontré Mike et tout, quand ils ont fait le concert en hommage à Jeune Loup. Et qu'après, on est devenus amis et tout. Et genre, c'est trop marrant parce que depuis ce moment... Genre, je sens toujours sa présence quand je suis avec eux, genre. Ouais, c'est vrai. C'est comme s'il était toujours là. Mais il est toujours dans les histoires aussi, tu sais. Ouais, comme cette soirée-là, quand on était chez moi, on a beaucoup parlé de lui, tu sais, puis ouais. Il y avait comme des anecdotes un peu qui étaient discutées. Puis... Même à mon expo, genre, on écoutait du Jeune Loup et tout devant le shop. C'est vrai qu'il est toujours là in some type of way. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, quand on était chez toi, je pense que tu t'en rappelles, mais la première chose qui m'a frappée, c'est genre tous les trucs que t'avais, genre les DVD, les cassettes et les tout. CD, et tout. ouais, les vinyles. Du coup, t'es archiviste ouais. de hip-hop, c'est ça? Archiviste de rap québécois. Archiviste de rap québécois. Ouais. Comment ça arrivé? Genre, comment tu t'es dit, ok, là, il faut que je commence à collecter toutes ces choses et tout? Quand j'étais ado, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au rap, puis au rap français peut-être plus précisément, je passais des longues heures sur YouTube à diguer, tu sais, à juste chercher des trucs obscurs. Puis souvent, je tombais sur des genres de chaînes qui avaient comme juste plein de cassettes ou plein de projets rares. Ouais. Avec des artistes que... Genre, oui, j'aimais les artistes puis leur album, mais tu sais, une fois que t'as écouté leur album, t'en veux plus. Ouais. Fait que là, j'allais chercher genre la chanson d'un tel sur une mixtape cassette, tu sais, sortie dans les années 90. Puis c'est un peu cette démarche-là qui m'a inspiré de ces chaînes YouTube de rap français qui font de l'archivage de projets rares. Sauf que là, au Québec, il y avait juste... Même les projets pas rares, c'était difficile d'accès. Ok. Puis moi, qui ai voulu m'intéresser, après avoir été intéressé au rap américain, rap français, là, j'étais comme, tu sais, il faudrait peut-être que je m'intéresse plus à ce qui est proche de moi. Parce que c'est quand même territorial, je pense, le rap et le hip-hop. Puis chaque ville ou chaque région a ses particularités. Clairement. Puis c'est comme ça que ça a commencé, là. C'était par un manque, dans le fond, qu'il y avait d'archives puis d'accès à la musique pour des trucs comme un peu de base, si on veut, tu sais. Il y a des chaînes YouTube de rap français là, qui ont comme des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'abonnés qui font la même chose que moi, mais à l'échelle de la France. Ok. Tu sais, c'est comme... J'ai l'impression, au Québec, il n'y a pas eu autant de démarches qui a été faites à ce niveau-là, mais aussi de la part des médias à cette époque-là, tu sais, les médias, ils se foutaient un peu de cette culture-là. En tout cas, pour le Québec. Du coup, là, actuellement, sur ta chaîne YouTube, tu répertories, genre... comment ça se passe? Tu répertories tous les morceaux, on va dire, un peu introuvables? Ouais, exact. Tout ce qui est difficile à trouver ou introuvable, là, qui n'est pas sur Internet, genre... Je les publie la majorité du temps sous formule d'album complet. Donc des longues vidéos, tu vois, de genre 50 minutes avec la tracklist en dessous. Parce que ça serait très long à juste publier un morceau à la fois.
Ouais, non, beaucoup trop long. Ouais. Puis s'il y a un morceau vraiment que les gens me demandent de le publier solo ou que moi je l'aime vraiment beaucoup, puis je me dis, tu sais, ça vaut vraiment la peine d'être publié solo parce que cette chanson est très très bonne. Ça se peut que je le fais. Sinon, mettons les instrus ou les acapellas en vinyle, ça c'est vraiment rare. Alors, moi je les publie aussi, je trouve ça très cool. Tu sais, s'il y a des DJ ou des beatmakers qui veulent sampler des acapellas, ça peut être très cool. Sinon, je publie des vidéoclips des fois, des entrevues, toutes sortes de... Tout ce qui est comme relié un peu à... Ouais, t'es juste multitâche en fait. Ouais, genre tout ce que je peux trouver qui est comme... qui intéresserait la communauté hip-hop québécoise. Puis j'ai aucun filtre, là, je vais vraiment publier de tout. Tout, ouais. C'est pas... moi, je considère que ce que je dois faire en tant qu'archiviste, c'est juste de publier plus que comme de faire un tri sélectif de ce que moi j'aime. C'est sûr que peut-être il y a un certain ordre dans comme ce que je publie. Je vais pas genre publier des trucs random à gauche à droite, puis il y a un certain ordre. C'est pas grave, t'inquiète. Puis ouais, c'est ça. Ok, et du coup, attends, j'ai perdu ma question, mais je vais la retrouver. Oui, il y a un truc qui m'intéresse. T'as parlé de vinyle. Alors ça, c'est un truc que... Alors, je sais pas du tout comment ça marche, mais genre, comment tu fais pour mettre un vinyle? J'ai l'impression que ma question est trop stupide, mais comment tu fais pour mettre un vinyle sur YouTube? De passer de vinyle à MP3, genre. Ben, dans le fond, c'est... voilà. Tu fais comme... tu fais jouer un vinyle normalement et là, tu vas venir connecter comme à la prise d'écouteur, si tu veux, sur ton amplificateur, sur ton ampli. Ouais. Et là, cette prise écouteur va être connectée à une espèce de petit appareil connecté par USB à ton ordinateur. Et là, à l'aide d'un programme, l'ordinateur va prendre le son comme un in. Ok. Je sais pas si c'est clair. Bah, ça me paraît clair. Alors là, tu fais jouer le vinyle et là, c'est comme ça s'enregistre sur l'ordinateur. Ok, donc t'as juste à attendre que ça finisse de jouer. Exact. Après tu l'as. C'est la particularité de digitaliser des cassettes et des vinyles, il faut l'écouter au complet. Tandis que le CD, c'est comme une machine qui va le faire rapidement. Ouais, c'est vrai. C'est comme le CD, c'est plus comme une clé USB, si tu veux. Fait que là, c'est juste, tu prends les fichiers du CD puis tu les mets sur ton ordinateur. Ouais, en gros, tu graves le CD, mais dans l'autre sens. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Tu sais, quand tu graves quelque chose sur un CV... sur un CV, waouh, sur un CD. Du coup, là, c'est comme si tu faisais l'inverse. C'est vrai que c'est assez rapide. Ouais, c'est ça. Ça prend peut-être 5 minutes là, pour un CD. Mais du coup, est-ce que ça t'a appris à apprécier d'autant plus la musique, genre le fait d'être obligé d'écouter de A à Z un vinyle ou une cassette pour pouvoir les digitaliser? Ben, ça a toujours été dans mes valeurs musicales, si tu veux. Là, j'aime vraiment la musique en général, là, puis j'écoute beaucoup de musique, puis c'est vraiment... Je trouve que ça fait toute partie de cette démarche-là, genre d'être passionné, là, tu sais. C'est comme je faisais déjà ça avant même de commencer à faire de l'archivage. Là. Ouais, donc c'était juste naturel au final. Genre j'écoutais des vinyles avant de faire de l'archivage. Ok. Puis je collectionnais un peu les vinyles. Puis c'est un peu de là aussi que c'est parti l'archivage, de ramasser beaucoup de CD. Puis... Ouais, parce que t'as une sacrée collection. Ouais. Puis j'ai aussi du rap français, rap américain quand même. Mais plus du rap québécois. Et du coup, tu fais pas du tout d'archivage de chansons plus mainstream? Ou ben, mettons, si c'est sur Spotify, je considère pas que ça a besoin d'être fait parce que c'est quand même accessible. Ouais. Puis parfois, si c'est un album classique, ok, là, je vais le mettre. Ou des trucs comme ça. Tu sais, ce qui est quand même accessible, là, je vais pas le mettre. Ouais, t'as vraiment créé en fait une plateforme pour les amoureux de hip-hop qui veulent découvrir des choses genre super deep, c'est pas le mot, mais genre super c'est une niche là. de niche. Ouais. C'est très précis. Puis aussi je trouve ça cool parce que
mettons pour la francophonie en général, si quelqu'un de Suisse ou de Belgique ou de France ou d'Afrique veut s'intéresser au rap québécois, oui, il y a tout ce qui sort aujourd'hui, c'est facile d'accès, mais la culture elle date d'il y a très longtemps au Québec, tu sais. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut aller chercher des trucs plus anciens, c'est comme... Il y a un seul arrêt à faire sur la chaîne YouTube. Ouais. Fâter la sonorité. Il faut aller sur Fâter la sonorité. Ouais, c'est ça. Et puis là, il y a tout. Ben, tu sais, il n'y a pas tout, mais dans le sens où c'est un très bon début. Mais je me rappelle, c'est un des gars, je sais plus qui c'était, mais qui me disait justement, mais Fat, c'est un mec, il a tellement de choses, genre, c'est lui qui a tout, genre. Ouais. Et c'est pas faux. Kind of true, ouais. C'est plutôt vrai. Et tu disais que tu faisais des interviews aussi. Ouais, t'as un show à la radio aussi. J'ai une web radio. J'ai une émission sur la web radio still.fm. Ouais. C'est à chaque premier dimanche du mois, dans le fond. Ouais. Je fais à peu près soit 1h30, 1h à 1h30 de chansons, sélection de chansons selon des thèmes variés, mais c'est souvent du rap québécois. Mais parfois spécial rap français, tu sais, ou spécial sélection de ma collection de vinyles, tu sais. Mais c'est souvent du rap québécois pour rester dans l'esprit de la chaîne. Ouais. Et là, je reçois des invités, soit ils viennent rapper, ou soit ils viennent faire une entrevue, ou soit ils viennent faire les deux. Ok. J'ai organisé aussi des petites soirées où on faisait des sessions genre de cypher, comme plusieurs MC viennent et ils rappent, là, ils promouvoient leur projet, puis c'est aussi une façon de faire du réseautage, là, j'ai l'impression. Ouais. En quelque part aussi, tu sais. Tous les gens qui se connectent, puis c'est aussi, je voulais donner une plateforme à des gens qui n'en ont pas qui en ont pas forcément exact. Quand moi j'étais jeune, puis qu'on commençait à faire du rap, puis c'était pas nécessairement encore super populaire. Ouais. J'aurais vraiment aimé avoir cette plateforme-là, tu sais. Ouais. Puis, mettons, l'autre jour, il y a des jeunes de 16 ans qui sont venus rapper. Je trouvais ça super cool, tu sais. Ouais. Puis de leur donner cette opportunité-là, puis de discuter avec eux, puis tu vois qu'ils sont passionnés, puis c'est cool. Ouais. C'est motivant, je pense, pour tout le monde. Pour eux et pour moi. Genre, c'est vraiment la transmission, en fait. Genre, c'est ça que je trouve trop beau, c'est le fait de... Toi, t'as des connaissances et t'as plein de choses et tout, et au lieu de les garder pour toi, juste tu vas faire la démarche et l'effort de pouvoir transmettre ça à des gens plus jeunes ou plus âgés, pour que juste, soit ils s'y intéressent un peu plus, ou juste pour leur propre culture, genre. Ouais, puis ça a renforcé la culture puis la communauté, tu sais. Puis je trouve ça super positif. J'ai l'impression que t'es comme... comment dire? Genre, j'ai l'impression que t'es un gros acteur parce que tu fais plein de choses pour la culture, mais qu'en même temps, t'es super low-key, genre. Ouais, c'est vrai, parce que aussi, je mets pas ma face tant que ça de l'avant, tu sais. Je peux là en train de parler dans des vidéos nécessairement, mais je suis là, tu sais, puis dans les événements ou dans les clips, tu sais, je suis quand même... j'essaie d'être le plus possible. Au début, c'était un peu compliqué quand j'ai commencé, c'était la COVID, fait que ça a vraiment été long avant que je fasse des connexions, puis une fois que c'était comme tombé tout ça, en quelques mois, j'ai fait genre autant de connexions comme quelques années, tu sais. Ouais, parce sur que le tu terrain, sors et puis ça va vite. Exact, c'est ça. Ça va tellement vite quand tu sors et que t'es au bon endroit, parce qu'il faut être au bon endroit avec les bonnes personnes. Mais, tu commences à faire des connaissances, puis des connaissances éventuellement deviennent des amis. Puis... Et puis après, ça part en cacahuète. Et... j'ai l'impression que c'est toujours ça, genre, en fait, ça va trop vite. Je sais pas pourquoi ça va aussi vite. Du coup, vu que t'es plutôt low-key, est-ce que t'aimerais rester low-key ou t'aimerais petit à petit te mettre en avant, dans le sens où, par exemple, plus montrer ta tête, plus montrer
ce que tu fais, etc. En plus de déjà montrer ce que les autres font. Ouais, ben, c'est quelque chose que je pense que c'est peut-être pas 100% pour moi. Genre, j'aime ça être derrière la caméra, tu sais. Ouais. Genre, c'est pas que je cherche à être low-key, mais c'est juste comme dans ma nature d'être, je pense. De comme être à moitié low-key, si on veut. Tu sais, je suis pas la personne la plus loud, mais je suis pas la personne qui est comme dans son coin non plus, là, tu sais. Je vois ce que tu veux dire. J'aime ça connecter à l'échelle humaine, là, tu sais, puis... Je sais pas, c'est très organique, là, je pense, comment je navigue au travers de FAT, là, tu sais, puis toutes les opportunités que ça m'apporte, puis aussi je fais un peu de recherche, là, pour des podcasts ou des musées, tu sais, donc ça c'est un peu plus genre behind the scene, puis au final, ce behind the scene-là a un gros impact que, tu sais, peut-être que de l'autre côté, mais tu vois pas tout le travail derrière, mais le travail est là, tu sais. Je trouve que le behind the scenes, c'est fou. C'est pour ça que j'adore prendre des vidéos des behind the scenes à chaque fois. Genre, parce que tu sais, c'est vraiment le moment où il y a un petit truc qui se crée, et puis tu vois jusqu'à la fin ce que ça donne, et je trouve ça trop beau, genre, de voir cette évolution-là. Ouais, là, comme ça s'amplifie, là. Puis, aussi, il y a plein de gens que tu vas pas nécessairement voir. Ouais. Tu sais, comme... qui sont là pour faire que les choses se passent, tu sais. Ouais, genre tous les ingés, son, lumière et tout. Surtout pour, mettons, les shows, là, par exemple. Ça, c'est ouf parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'allais en concert, jamais de la vie, genre, je voyais tous ces trucs et maintenant, à chaque fois que je vais à un show, mon premier réflexe, ça va être de regarder où est l'ingé son, où est l'ingé lumière. Tu sais, genre, des petits trucs comme ça où, genre, si je peux discuter avec l'ingé lumière pour savoir, genre, comment il vit le truc et tout, enfin, genre, je trouve ça trop bien et trop important aussi. Et t'es DJ aussi. Ouais, ben c'est ça, là, comme depuis que j'ai commencé l'émission de radio, j'ai comme un peu commencé à DJ. C'est fou, tu fais trop de choses. C'est comme, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment fait avant, mais là, j'ai commencé. Je préfère quand même faire avec des vinyles qu'avec des trucs électroniques, là. Tu mixes avec des vinyles? Ouais, exact. Waouh, trop bien. Ça, je le fais comme pour l'émission, comme quand même, je commence à le faire de plus en plus souvent, mais à un moment donné, j'ai l'impression que mes ressources de vinyle vont un peu être plus petites, mais ouais, c'est quelque chose que j'aime quand même beaucoup faire, puis plus je le fais, ben, c'est comme plus c'est clean, puis... Ouais. Genre, pour ma fête, on a fait une émission, on a fait à peu près 5 heures de live stream d'affilée, là. On chillait, puis on mixait vinyle. C'était cool. Ça doit être incroyable. Ouais, c'était très cool. Mais du coup, le process de mixer avec des vinyles, c'est comment? C'est-à-dire que t'as est-ce que c'est un peu comme les platines électroniques, où t'as un vinyle à gauche, un vinyle à droite? Yeah, exact. Et tu switches. Comment tu switches du coup, genre, tu t'arranges pour que les beats soient un peu dans les mêmes vitesses, pour que ça fit. Puis là, après ça, tu peux tu peux ajouter tes basses, tes highs, tes mids. Tu peux aussi mettre des effets si tu veux. Puis là, ben, faut que tu travailles tes transitions, des petits scratchs, tu sais, ou des trucs comme ça. Ouais. Les scratchs, je crois que c'est mon truc préféré. Ouais, c'est difficile en plus, là, quand même. J'ai commencé un peu à en faire, là. C'est difficile. Ouais. Ah, c'est dingue. Mais c'est dingue que tu fais... Parce qu'en fait, du coup, quand j'ai fait mes devoirs, entre guillemets, avant le podcast, j'ai vu, j'étais en mode... Ok, je savais qu'il était archiviste, mais il a aussi un truc à la radio. Quoi, mais il est aussi DJ? C'était comme un peu logique avec toute la banque de musique que j'avais, tu sais, Ouais, en vrai, c'est logique. Comme ça, c'est comme si tu mettais tout ensemble pour pouvoir créer quelque chose où tu peux transmettre, encore une fois. Ouais, exact.
c'est vrai. Puis j'ai toujours aimé ça aussi, montrer de la musique aux gens, tu sais, faire écouter de la musique aux gens. Ouais. J'aime beaucoup ça, faire découvrir ou que les gens me fassent découvrir de la musique, tu sais. C'est un peu dans ce rôle-là aussi là, que j'aime ça, l'émission de radio et être DJ. Et à l'occasion. Parle-moi de la photo. Ouais, la photo aussi. Ça, c'est comme le truc que je te dirais que je fais le plus ou que je fais aussi le mieux parmi tout ce qu'on a parlé. Ben, l'archivage aussi. ouais, quand même, l'archivage, quand même. Ouais, la photo, ça, j'ai commencé à faire de la photo argentique quand j'avais 13 ans. 13 ou 14 ans. Waouh! Et t'as quel âge maintenant? Maintenant, j'ai 26. Fait que quand même, ça fait quand même un petit bout là, que j'en fais. Puis surtout argentique dès le début, là, comme quand je commençais à faire de la photo argentique, c'était pas populaire. Là. En ce moment, c'est genre super populaire. Il y a des pénuries de films couleurs. Et yo, c'est une dinguerie. Ouais, c'est ça, c'est fou. Mais c'est ça, puis j'ai appris, j'ai fait des classes quand j'étais adolescent de chambre noire dans le fond. Oh, c'est vrai? Genre dès comme l'âge de 15 ans, je comprenais comment développer des films, comment développer ta pellicule, puis après ça, développer tes propres photos en chambre noire. Wow. Je le faisais pas de façon indépendante, mais j'avais des classes. Et à partir de l'âge de 16-17, j'étais capable de le faire de façon autonome. Du coup... Mais toujours dans un contexte de classe, là, si tu veux. Ok. Donc là, aujourd'hui, tes photos, tu les développes tout seul? Non, aujourd'hui, j'ai plus accès à des laboratoires, donc je les fais faire au magasin. Et souvent, je prends des photos du lifestyle un peu, là, si on peut dire. Dans le fond, comme quand je suis venu à ton expo, j'ai pris une photo du moment, des gars qui sont sur Saint-Laurent, qui chill, de toi avec tes photos. Ouais, un peu comme souvenir. Puis c'est aussi, je trouve la photo, c'est un peu comme l'archivage. Je suis totalement d'accord avec toi. Genre, t'es en train de capturer un moment. Moi, je pense que c'est un peu comme de l'archivage en quelque part, la photo aussi. Puis comme ces photos-là, ben, peut-être dans 10 ans ou 20 ans, c'est comme ce moment-là, il va être capturé, tu sais. Ouais. Genre, on va revoir les photos et on va se dire ok, il s'est passé ça, genre... C'est comme se souvenir aussi du passé. Puis, genre, j'ai l'impression que la nostalgie aussi, c'est quelque chose que j'aime quand même bien. Fait que je pense que la photo aussi, ça va me rejoindre à ce niveau-là. Puis là, ben, j'ai commencé à faire après, j'ai commencé à faire des photos pour des covers d'albums. Oh! Fait que là, c'est là que ça a pris comme... ça faisait un petit moment que ça me tentait de le faire. Puis là, Saint-Sucré m'avait parlé qu'il faisait un album à thématique de bière. Puis moi, je suis un brasseur de bière, puis j'aime beaucoup la bière. C'est comme une thématique qui me parlait quand même. Puis là, j'avais demandé s'il y avait de quoi de prévu pour sa cover. Puis là, moi, je magouillais de lui proposer de faire sa cover. Puis il était comme pas satisfait, fait que j'étais comme, tu sais, si tu veux, on peut faire on peut faire ça ensemble. Puis c'est là que j'ai fait ma première cover, c'est avec Saint-Sucré pour son album Suabrou, produit à 100% par Mike Chab. Puis c'était dans le fond un photoshoot qu'on a fait dans une microbrasserie du quartier de Saint-Sucré et l'endroit que je travaille aussi. Puis j'ai même fait un peu de stylisme pour ce shoot-là. Wow. Comme pour être dans les thématiques. Il cherchait une esthétique un peu genre vieillot. Ok. On a un petit chapeau, genre chauffeur de taxi, une petite veste en laine, une petite chemise, là, pantalon corduroy, là, tu sais. Fat et la sonorité, fat et la photo, fat et le stylisme. Puis c'est ça, là, avec Saint-Sucré, on a fait, je pense, 3 covers, puis il y en a bientôt une autre qui arrive, fait que je pense que c'est comme 4 maintenant. J'ai travaillé aussi avec Axel et EJ, qu'eux, ils ont fait un album où ils ont 100% produit les instrus. Il y a Mike Chab dessus, il y a Ras Fresco, il y a Kevin Nash, puis il y a Saint-Sucré dessus. Ok. C'est vraiment un cool album, ça. C'était cool de les rencontrer dans ce contexte-là. Puis eux, éventuellement, ben, c'est devenu des amis. Je les connaissais pas à la base, puis là, ils m'ont approché, ils ont vu les trucs que j'avais fait avec Saint.
il voulait que je fasse il aimait bien l'esthétique, puis Ouais. c'est ça l'a collé direct, puis ça s'est bien fait. Donc, t'as toujours fait de l'argentique? Ouais, toujours. J'ai pas de caméra numérique. Et qu'est-ce qui t'a... Genre, quand t'avais 13 ans, qu'est-ce qui t'a plus dirigé vers l'argentique que le numérique? À ce moment-là, je pratiquais un peu les deux, genre. Ok. Mais je préférais je sais pas, j'aime beaucoup l'aspect mécanique, technique de l'argentique. Que les caméras électroniques, tu peux plus comme le faire full auto, tu sais. Ouais. J'ai une caméra argentique aussi full auto, mais j'aime beaucoup l'aspect comme mécanique et technique de mettons, des caméras semi-professionnelles argentiques, là. Comme pour les covers d'albums, c'est pas full automatique, là. Ouais. C'est toujours, tu changes tes settings, là, tu changes de pièce, mais tu vas devoir tout réajuster ta lumière. Est-ce que t'as pas... Moi, c'est genre une frayeur que j'ai tout le temps. J'ai jamais fait... Si, j'ai déjà fait une cover d'album, mais c'était pas à l'argentique. Mais j'ai jamais fait de cover d'album à l'argentique. Est-ce que t'as pas genre trop peur, comme tu vois pas la photo sur le moment, genre t'as pas trop peur que la photo elle ressorte mal, genre? Ça fait partie du jeu, là. C'est sûr, il y a des photos que j'ai vues par la suite, tu sais, comme quand tu reçois les photos. Ah, shit, celle-là, Ouais. elle aurait pu être, ça aurait pu être The One, mais elle est un petit peu floue, tu sais, fait que c'est pas The One. Ouais. Mais c'est comme, ça te force aussi à être perfectionniste dans le sens où tu te dis, tu sais, premièrement, ça a un coût monétaire. Clairement. C'est, je pense, à peu près $1 la photo. T'as 36 essais aussi par film. Ouais. Ben, ou 24, 36 ou 24, fait que c'est comme un challenge un peu, dans le sens où tu vois pas tes photos tout de suite, tu peux pas effacer, il faut vraiment que tu penses à ce que tu fasses puis que tu le fasses bien. Et que tu captures les meilleurs moments en même temps. Ouais, exact. Puis je pense que ça demande aussi beaucoup de réflexion comme photo, là. C'est pas genre tu prends 1000 photos, après ça tu délites la moitié, là tu fais une sélection de 10, tu sais. Ouais. Non, on en fait 36. Il faut que les 36, elles soient géniales. Les 36 sont bonnes, il y en a peut-être 3-4 qui sont un petit peu floues. Mais ouais, en général, il y a des conditions un petit peu plus dures, comme j'avais fait un photoshoot avec Saint-Sucré puis Générique pour leur album Tout Raisonnable qui vient de sortir. Puis on était dans une bibliothèque à l'intérieur. Fait que la lumière était pas top, genre. Ouais. Puis là, c'était un peu plus challenging, mais normalement, s'il y a assez de lumière, là, ça sort super bien, je trouve, sur le 35 mm. La lumière, c'est tellement important pour la photo. Ouais. Combien de photos j'ai ratées à cause de la lumière? Ouais, exact. Ça me rend dingue à chaque fois. Puis aussi, mettons, la dernière cover là, qui n'est pas encore sortie, que j'ai faite avec Saint-Sucré, le film, il s'est cassé. Je suis arrivé pour comme à ma 36e photo, là, je l'ai craqué comme pour prendre la dernière photo. Et je l'ai craqué trop fort, le film il s'est cassé, donc j'ai tout perdu. Non! Puis genre, j'avais une photo, les photos pour sa couverture d'album, mais j'avais aussi des photos du clip de Mike Schaab et Saint-Sucré avec Remastered. C'est pas vrai. J'avais aussi des photos pour une entrevue avec un média local, 11MTL. Fait que... Ah, sérieux? Ouais. T'avais des photos avec 11? Ouais, ben c'était avec Pitt pour 11 MTL. Okay. Puis c'était une entrevue avec Saint-Sucré que j'avais pris des photos. Donc là, j'ai tout perdu. Mais heureusement, j'avais un autre film sur moi, fait qu'on a pu refaire la cover. Ok. Puis le lendemain, on a repris les photos pour l'entrevue, fait que j'ai pu prendre les photos que je voulais prendre. Tu t'en es bien sorti. Mais au final, j'ai quand même perdu des photos que je reverrai jamais. Puis les photos, je pense que du vidéoclip, là, c'était une très belle journée. Je suis sûre que ça devait être légendaire ce moment-là. C'est un très beau moment, ouais. C'est un bon vibe. La première belle journée de l'année. Que je voyais toutes vos stories et vous étiez tous genre dehors pour le clip de Mike et Saint-Sucré. J'étais en mode waouh. Et je voyais les behind the scenes. Tout le monde sautait partout. Ouais, c'était trop cool ça. Oh là 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 là. C'est un bon vibe. Non, ça avait l'air incroyable. C'est GMM, c'est ça? Pour Get Maman. Allez écouter
GMM. Mike Chab et Saint-Sucré. Shout out Remastered. Ah là là. Bah écoute, je suis trop contente d'avoir discuté avec toi. C'était un super moment. J'espère que tu as apprécié. Yes. Trop bien, parce que j'ai apprécié aussi. Les gars, allez sur la chaîne YouTube de Fat et la sonorité. Vous allez trouver des trucs que vous pourrez trouver nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part. Des Vraiment sombreries. nulle part. Des sombreries. Des vraies sombreries.